Poutine défend les intérêts de la Russie. Moi, je demande qu'il y ait un président en France qui défende les intérêts de la France. Maintenant, la main tendue de Poutine à travers cette interview, il faut le prendre au mot. Il faut voir s'il dit vrai ou faux. Bienvenue à tous. J'ai regardé, oui, cette nuit, entièrement, l'interview de Vladimir Poutine par le fameux Tucker Carlson. Au début, je l'ai regardé par curiosité. Et je pensais m'arrêter, très franchement. Je pensais m'arrêter parce que je me disais, comme beaucoup, que cette interview allait peut-être être un peu partiale, un peu pro-Poutine. Et j'attendais une interview équilibrée. Et en vérité, j'ai été très impressionné. J'ai été impressionné car contrairement à ce que disent les télés aux ordres, si je puis dire, ce n'est pas du tout un extrémiste qui analyse et qui questionne un autre extrémiste. D'ailleurs, ce qu'on a pu entendre sur certaines chaînes est ahurissant. Certains présentent Carlson comme un membre du Ku Klux Klan, un suprémaciste blanc. C'est un suprémaciste blanc aux États-Unis. Il est adulé par les gens du Ku Klux Klan. Il y a des entretiens de personnes qui appartiennent à ces mouvements d'extrême droite, racistes, anti-immigration et pour la suprématie blanche, qui disent « nous adorons Tucker Carlson ». Tout ça est délirant et montre à quel point certains ont perdu la tête. En revanche, je pense que cette interview mérite d'être regardée parce qu'il démontre plusieurs choses. Bien sûr que Vladimir Poutine défend le point de vue de la Russie, et on le comprend. Mais au-delà de cela, on voit, malheureusement pour nous, occidentaux, français, la différence de niveau intellectuel, culturel, historique entre le chef d'État russe et notre pantin, notre marionnette macroniste. Je ne fais même pas la comparaison avec Biden, qui confond le Mexique et je ne sais plus quel pays, et qui confond Mitterrand comme chancelier allemand, plutôt que Macron, président français. Tout ça est effrayant, car cette interview mérite d'être regardée. Alors, je veux l'analyser, j'espère, de la manière la plus objective qui soit. Et surtout, en tirer des leçons pour la France. D'abord, comment l'analyser ? Eh bien, force est de reconnaître que Poutine dit des choses justes sur plusieurs points. Je ne partage pas toute son interprétation, et je vous dirai pourquoi. Mais il dit des choses justes sur 4 points principaux. Le premier point, c'est qu'enfin, on a un chef d'État qui a une profondeur historique, qui sait d'où vient son peuple, qui analyse les phénomènes d'aujourd'hui en fonction du millefeuille historique qui explique beaucoup de choses. D'ailleurs, et on va m'accuser d'être pro-russe, alors que je suis dans cette affaire très équilibrée. Il explique l'histoire de l'Ukraine. Et ce faisant, écoutez les 20 premières minutes, on comprend tout. Et c'est la réalité historique, on peut tout dire pour tordre les faits, mais on ne tord pas l'histoire. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il explique très bien que l'Ukraine d'aujourd'hui, qui n'est née qu'en 1991 comme État indépendant, c'est-à-dire qui est tout récent, est le fruit d'un assemblage historique de 3 morceaux. Et c'est très intéressant. À partir de 900, la Russie, qui se constitue à partir de Kiev et jusqu'à Moscou avec des phases d'alternance. De l'autre côté, vers l'ouest, et c'est ça qui est intéressant et important, toute une partie de l'Ukraine sous influence polonaise et lituanienne, avec aussi une partie de la Hongrie du passé, de l'Empire austro-hongrois. Et puis, la partie sud autour de la mer Noire, qui a toujours été russe, mais qui a été rajoutée par Staline, et Khrouchtchev plus exactement, dans l'ensemble ukrainien de la République soviétique, qui n'avait pas vocation à être indépendant, mais qui permettait d'équilibrer les choses pour les communistes. Et donc on s'aperçoit très bien que la situation historique que nous vivons, avec une partie de l'Est
qui est occupée par aujourd'hui la Russie. Une partie du sud avec la Crimée qui est russe. Et puis la volonté des Russes d'aller jusqu'à Odessa. Et puis la partie de l'ouest qui est moins orthodoxe, plus catholique, avec des Polonais, des Hongrois, et qui ont eu une histoire tragique, avec notamment le fameux Bandera, qui, pour se libérer de la Pologne, a été l'allié d'Hitler et a commis les pires massacres. Et la Poutine ne dit que des vérités, qu'on le veuille ou non. Ce Bandera qui est honoré par Zelensky, alors qu'il a commis des massacres abominables de Juifs et de Polonais, et qu'il a été pire, qu'il a joué a fait les bases-œuvres des SS, avec des monstruosités. Bref, tout ça, Poutine, honnêtement, le relate. Et donc, on comprend en écoutant Poutine, comme on comprendrait en lisant un livre d'histoire, et comme je le répète depuis le début du conflit, qu'il y a une partie ouest de l'Ukraine qui a une aspiration et qui regarde vers l'Occident, et qu'il y a une partie est et sud de l'Ukraine qui est profondément russe. Et cela explique tout. On est à la ligne de fracture du monde orthodoxe et du monde catholique, chrétien traditionnel. On voit tout ça par les livres d'histoire, par les cartes géographiques. Et ceux qui ne veulent pas le voir sont des incultes, des ignares, qui mettent de l'huile sur le feu. Le deuxième point qui me paraît très très important, et qui est vrai, qu'on le veuille ou non, c'est que l'OTAN n'a cessé de progresser malgré les promesses qui avaient été faites à la chute du mur de Berlin par les Occidentaux. Et Poutine revient beaucoup là-dessus. Il parle des 5 phases, il parle du sommet de 2008. Mais moi, je me souviens très bien, regardez les choses que Jacques Chirac s'était opposé beaucoup avec les Allemands à l'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN en 2008. Pourquoi ? Parce que Jacques Chirac, en politique étrangère, connaissait les peuples, les histoires, et savait très bien que c'était une provocation pour la Russie. C'est comme si on avait voulu mettre le Mexique dans le pacte de Varsovie. C'est comme quand Kennedy a protesté quand la Russie a voulu mettre des armes nucléaires à Cuba, et que Kennedy a menacé d'une guerre mondiale, et que les Russes ont reculé, les armes sont reparties en bateau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a des espaces protégés et que les Américains ne peuvent pas accepter qu'à Cuba, il y ait des missiles nucléaires ou au Mexique, comme les Russes ne peuvent pas accepter qu'une partie de leur ancien territoire soit une base avancée de l'OTAN. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre cela. Et d'ailleurs, est-ce que les Français aimeraient qu'en Wallonie ou en Alsace, si l'Alsace était récupérée par l'Allemagne, on ait des armes allemandes ou belges ou américaines pointées vers Paris? Enfin, il faut être sérieux. Et là, malheureusement, qu'on le veuille ou non, Poutine a raison. Troisième point où son analyse est très juste, aussi, il faut le reconnaître, c'est comme ça. C'est sur le début des hostilités. Les médias occidentaux et les Américains, et Macron, et les Allemands, et Bruxelles font croire que le début des hostilités a été du fait de Poutine. Non, les hostilités ont commencé en 2014, quand le nouveau régime, après le coup d'État de Maïdan, où là je suis plus en désaccord avec Poutine, ou du moins la vérité peut-être entre les deux. Bref, il n'y a pas que la CIA qui a fait la révolution de Maïdan. Et on pourra en parler. C'est sujet à débat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, en revanche, c'est que ce sont les Ukrainiens soutenus par les Allemands et les Américains qui ont lancé l'offensive contre les Russes, contre les territoires du Donbass, en bombardant les populations civiles. Ça, c'est un fait. Et qu'on le veuille ou non, c'est ce qui a conduit la Russie à préparer l'offensive de 2022. Ça, c'est un fait. Alors après, Carlson aurait pu poser une question en disant « Mais est-ce que vous n'avez pas eu tort de jeter l'offensive sur Kiev? Pourquoi vous avez subi quand même un échec? Et puis pourquoi vous n'avez pas simplement occupé le Donbass, comme vous l'aviez fait pour la Crimée ?» Bref, l'interview aurait pu être un peu plus contradictoire sur ce point. Et moi, j'aurais aimé poser la question à Poutine pour qu'il nous dise, franchement, ou qu'il ne le dise pas, qu'il reconnaisse une faute politique et une faute militaire, puisqu'il a été embourbé autour de Kiev. Donc, il faut, et j'y tiens sur ce dossier, avoir une vision double. C'est pas parce qu'on écoute Poutine qu'on est d'accord avec tout. Mais
force est de reconnaître qu'il a raison sur ce point, sur ce troisième point. Et puis il a raison sur un quatrième, parce que même François Hollande l'a reconnu. Et Madame Merkel. C'est que les accords de Minsk, qui étaient un moyen en 2014 de geler la situation, autonomie du Donbass, qui n'a jamais été appliquée par l'Ukraine, bien sûr, fin des combats au Donbass entre les forces pro-russes et les forces ukrainiennes, et puis volonté d'un traité de paix définitif. Eh bien ça, les Ukrainiens ne l'ont jamais respecté. Et pire, les Français et les Allemands ont reconnu après coup qu'ils avaient voulu gagner du temps. Et cet aveu de François Hollande a fait beaucoup de mal à la réputation de la France. Parce que ça veut dire que la France, en fait, joue double jeu. Et c'est terrible. Les accords de Minsk auraient pu être un moyen d'éteindre l'incendie, de préparer l'autonomie du Donbass, de remettre la langue russe au Donbass, puisque vous savez que les Ukrainiens du gouvernement de Zelensky et des prédécesseurs ont voulu éradiquer la langue russe, alors qu'en Ukraine, il y a toujours eu la langue russe, il y a même eu la langue hongroise à l'ouest, etc., etc. Et là, Poutine dit vrai. Et quand on écoute Poutine, on comprend que l'histoire de l'Ukraine, l'avancée systématique de l'OTAN, les bombardements des forces ukrainiennes contre les populations russes du Donbass, la duperie des accords de Minsk et le refus de la France et de l'Allemagne, qui étaient garants de ces accords, de faire appliquer ces accords par la partie ukrainienne, a montré à Poutine et à la Russie qu'il fallait peut-être agir. Alors après, est-ce que c'est une auto-justification d'une erreur, d'une agression, en tout cas qui a été pris comme une agression? C'est un vrai débat. En tout cas, c'est une tragédie. Alors maintenant qu'on a une analyse à peu près... et j'ai deux réserves, c'est sur cette attaque et sur, bien sûr, le coup d'État de Maïdan où le journaliste aurait dû poser la question de savoir si la CIA n'avait pas bon dos à être responsable d'une révolution. Les autorités proches des Russes avaient aussi des défauts. Bref, qui a commencé comment? On ne saura jamais. Ou on le saura peut-être. Il reste que cette interview, qui a un succès incroyable, plus de 100 millions de vues déjà à l'heure où je vous parle, qui est intéressante parce qu'on entend Poutine qui est sans cesse caricaturé et qu'on n'entend jamais dans l'Occident et à l'Ouest. Cette interview fera date parce qu'elle montre à quel point on a à la tête de la Russie un homme d'État. On peut le critiquer, on peut tout faire, mais il reste qu'après ces 2 heures passées avec lui, si je puis dire, on voit que nos dirigeants ne font pas le poids. Pas du tout. Et surtout, je pense que la France s'honorerait de changer de diplomatie, de changer de président, vous le savez. Car en fait, ce qui m'a fait le plus de peine quand j'ai écouté Poutine, c'est de voir à quel point notre pays était devenu le satellite des États-Unis, et même pas des États-Unis, de l'État profond américain, ce qui n'est pas la même chose. Car Trump peut-être remédiera à ça. Et donc, je crois que ce qui est important maintenant, c'est de savoir si on est capable de faire la paix. J'avais proposé le 7 mars 2022, je m'en souviens, c'est mon anniversaire le 7 mars, pendant la campagne présidentielle, un plan de paix. Et on voit bien en écoutant Poutine que Poutine veut la paix aussi. Il veut la paix pourquoi? Parce qu'il a quand même échoué à reprendre toute l'Ukraine. Parce qu'il voit bien que les Occidentaux déversent des milliards d'armes. Car il voit bien que le monde prend le risque d'une escalade nucléaire. Et que certains faucons aux États-Unis, en Allemagne, à l'Union européenne, et même Macron, veulent l'escalade pour distraire les peuples de leur fiasco économique et social. Et donc on voit bien que Poutine tend la main. La France a eu tort de ne pas proposer le plan de paix que j'avais proposé. La France a eu tort de ne pas être l'interlocuteur pour remplacer par exemple la Turquie, qui a été l'interlocuteur des deux, puisqu'il y a un plan de paix qui a presque abouti en Turquie entre Ukrainiens et Russes avant que les Américains et les Anglais le refusent. Et donc, immense gâchis pour la France, immense gâchis. La France aurait pu incarner aux yeux du monde une position non alignée, honnête, équilibrée entre l'Ukraine et la Russie. Macron a dilapidé l'héritage diplomatique du général de Gaulle. Scholz a dilapidé l'héritage économique et industriel de l'Allemagne
de ses prédécesseurs, et notamment de Schröder, parce que Nord Stream, c'était l'assurance vie pour l'Allemagne, pour la puissance industrielle allemande, avec des ressources naturelles bon marché, qui garantissaient la puissance européenne. Et maintenant, ils payent leur gaz 4 fois plus cher. Et Poutine exporte son gaz pas cher en Chine, chez nos concurrents. Une aberration absolue, absolue. Alors maintenant, Poutine a bien expliqué, et ça tous les gens qui regardent la réalité le savent, l'échec des sanctions. Pourquoi ? Parce que Poutine a expliqué ce que je ne cesse d'expliquer depuis bien avant lui, si je puis dire prétentieusement. C'est que le monde est devenu multipolaire, comme le général de Gaulle l'avait imaginé. Qu'aujourd'hui, on peut se passer du système SWIFT, on peut désobéir aux Américains, on peut se passer du dollar. L'Arabie Saoudite commerce avec la Chine en yuan. La Russie vend ce qu'elle vendait à l'Europe en Chine. L'Iran se réconcilie avec l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Les BRICS s'étendent au Brésil, parce que le Brésil nourrit la Chine. Le monde a changé. Le G7, qui représentait 47% de la puissance économique mondiale en 2000, je crois, est tombé à moins d'un tiers. Et les BRICS vont les dépasser. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Occident est aveugle. L'Occident ne réfléchit plus. C'est ce qu'explique très bien Emmanuel Toll dans son livre « La défaite de l'Occident », qui est un livre terrible, mais que je vous recommande de lire attentivement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit céder tout à Poutine ? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tout céder à la Chine ? Pas du tout. Ça veut dire deux choses. Comme le général de Gaulle le disait, on ne fait de la politique qu'à partir des réalités. Et donc la réalité, c'est que le monde est multipolaire. Et que justement le général de Gaulle et la France incarnaient cette vision d'un monde multipolaire avec une France indépendante et libre qui disait le vrai, le beau, le juste. Vous voyez ? Et donc, au moment où le monde devient multipolaire comme de Gaulle en rêvait, des nains de jardin dirigent la France et l'Allemagne. Et deviennent les caniches des Américains, même pas des Américains, de l'État profond américain. Certains médias sont complètement achetés, et Bruxelles fait fausse route en déversant des dizaines de milliards d'euros qui seraient beaucoup plus utiles pour renforcer notre économie, assurer le développement de l'Afrique, préparer le monde du XXIe siècle. Ajoutez à cela que les martyrs, ce sont les Ukrainiens, parce que c'est le peuple ukrainien qui est envoyé à la boucherie, et que ceux qui disent qu'ils défendent les Ukrainiens ne les défendent pas. Ils leur donnent des armes pour se faire massacrer. Voilà pourquoi, maintenant, la main tendue de Poutine à travers cette interview, il faut le prendre au mot. Il faut voir s'il dit vrai ou faux. Le prendre au mot, c'est quoi ? C'est de demander deux choses fondamentales. On se met tous autour de la table. La France devrait être autour de la table. Et on propose un plan de paix équilibré. C'est quoi, un plan de paix équilibré ? C'est bien sûr le retrait des troupes russes. En échange de quoi ? D'une garantie de sécurité. C'est quoi la garantie de sécurité ? C'est la démilitarisation de l'Ukraine, zone neutre, intermédiaire, tampon, entre l'Union européenne et l'OTAN, qui arrive aux frontières de la Pologne et de l'Ukraine, et la Russie. C'est le compromis, le seul compromis possible. Et puis ensuite, c'est quoi ? C'est une autonomie forte des régions anciennement russes, du Donbass, du tour de la mer Noire, comprenant la Crimée, Odessa, et puis ensuite peut-être une ligne jusque... alors il ne s'agit pas de refaire la paix de 1654 avec la Pologne, mais en gros, c'est une partition de l'Ukraine. Il n'y a pas d'autre solution. Soit c'est une autonomie forte, avec référendum, soit c'est une partition de l'Ukraine. L'ouest de l'Ukraine rejoint l'ancien empire austro-hongrois et même l'Union européenne, et puis l'est rejoint la Russie. Ou alors on garde l'Ukraine entière et on en fait une zone neutre et démilitarisée. Je ne sais pas ce qui sortira des négociations, mais il n'y a pas d'autre issue. Parce qu'historiquement, depuis le 8e siècle, il y a une partie qui est russe. Il y a une autre partie qui est plutôt polonaise. Voilà, c'est la réalité. Donc, soit on garde une Ukraine sur la base de 91, mais en zone neutre, avec des minorités respectées, et un plurilinguisme, soit il y a une partition de l'Ukraine en deux. Il n'y a pas 50 solutions. Pourquoi c'est important ? Parce que chaque jour de perdu, ce sont des milliers de morts côté ukrainien,
et côté russe. C'est pousser dans les bras de la Chine, la Russie. C'est isoler l'Occident tous les jours un peu plus. Et c'est ruiner l'Europe. C'est pas la Russie et la Chine qui souffrent, ni l'Arabie Saoudite, ni l'Iran. C'est l'Europe. C'est l'Europe qui est le dindon de la farce. Et à terme, ce sont les États-Unis qui seront isolés. Surtout si le dollar n'a plus de monopole. Et donc, ce n'est pas être ennemi des États-Unis que de dire la vérité aux Américains. Et la France, là aussi, peut tout à fait jouer son rôle de trait d'union. Nous devons apaiser le monde. Nous devons éviter une guerre mondiale. Nous devons réconcilier la France, l'Allemagne et la Russie. Seul moyen pour l'Europe de peser au XXIe siècle. Nous devons protéger les Américains contre leur folie. Nous devons un monde de paix, où l'argent serait quand même mieux employé dans le développement que dans des livraisons d'armes. Voilà le plan que je propose. Alors vraiment, c'est un sujet où je regrette que nous ne soyons pas nombreux dans la vie politique française à oser dire ce que nous pensons. Je vais vous raconter une anecdote pour conclure. On a reçu à l'Assemblée nationale le président du Parlement ukrainien. J'ai refusé d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'il avait, le 1er janvier, dans un tweet, célébré Bandera, Stepan Bandera. Il l'avait célébré. Есть неоспоримые герои. По мне так. Смотрите, то, что Степан Бандера герой для какого-то процента украинцев, и это нормально, и это классно, и это один из тех людей, который защищал свободу Украины. L'homme qui était un boucher pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a massacré des dizaines de milliers de Polonais et de Juifs dans des conditions abominables. Et je me suis dit, mais comment tous les parlementaires français, quels qu'ils soient, par peur du jugement des médias, vont aller applaudir quelqu'un qui honore un monstre. Comment ? Et ça fait penser à l'anecdote, je ne sais pas si vous avez vu, tragique, de quand Zelensky est allé au Parlement canadien, ils se sont tous levés à applaudir à un ancien combattant contre la Russie. C'était un ancien SS. La fixation anti-russe, pavlovienne, absurde, ridicule, alimentée par ceux qui veulent l'effondrement de l'Europe, la satellisation de la France, aboutit à voir notre classe politique applaudir des anciens SS, des néo-nazis. Il y a la croix gammée sur des bataillons qui combattent pour Zelensky. Et notre classe politique française n'ose rien dire de peur de passer pour pro-russe. J'ai toujours défendu l'intérêt de la France. Jamais je ne serai pro-russe, pro-américain, pro-allemand, pro-chinois. Je suis français. Et l'intérêt de la France, c'est de dire la justice. Et la justice, c'est que les torts ont été partagés dans ce conflit ukraino-russe, que contrairement à ce qu'on a dit, ce sont plutôt les Ukrainiens et les Américains qui ont commencé, si on devait jouer la cour de récréation, et qu'aujourd'hui, si on veut la prospérité du continent européen et la paix dans le monde, il faut accepter de discuter avec Poutine. Et que ceux qui croient, et qui font croire que Poutine est un dangereux personnage, se trompent. Parce que le jour où il n'y aura pas Poutine, il y aura peut-être quelqu'un de beaucoup plus excité, de beaucoup plus inconséquent à Moscou. Cette interview le prouve. Encore une fois, Poutine défend les intérêts de la Russie. Moi, je demande qu'il y ait un président en France qui défende les intérêts de la France. Déjà, ce serait pas mal. Et puis qu'il y ait peut-être aussi un président aux États-Unis qui ne soit pas complètement sénile et qui défende les intérêts des États-Unis et pas les intérêts d'un État profond. Ça serait intéressant. Et puis, j'aimerais bien qu'il y ait un chancelier allemand qui défende les intérêts de l'Allemagne. Et si chaque peuple est dirigé par des chefs d'État qui défendent les intérêts de leur peuple, obligatoirement, ils trouveront un compromis. C'est comme une famille. Chacun défend sa famille. Eh bien, chaque dirigeant doit défendre son peuple et les intérêts fondamentaux du peuple. Et ensuite, il y aura un équilibre des nations. En tout cas, l'intérêt de la France, c'est de saisir la main tendue de Vladimir Poutine au plus vite. Et je dirai les choses pendant cette campagne européenne parce que je suis, je crois, l'un des seuls
à avoir une vision de ce qu'il faut pour mon pays et à oser dire ce que je pense. Voilà, malgré les criailleries des ayatollahs de la guerre. Hein. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à nous aider parce que cette vidéo ne va pas faire plaisir au petit milieu parisien. Cela ne va pas faire plaisir à ceux qui ont beaucoup d'argent. Et nous avons besoin d'aide pour faire connaître notre point de vue, pour nous battre pour la paix. Car je ne veux pas laisser à mes enfants un monde de guerre et de guerre nucléaire. C'est vital. Alors aidez-nous, mobilisez-vous. Aider, c'est pas simplement donner de l'argent. Aider, ça peut être militer. Aider, ça peut être aller coller des enveloppes dans un département de France. Aider, ça peut être partager. Tiens, partager, aimer, diffuser mes vidéos. Voilà. Aider, c'est se lever ensemble pour une belle France dans un monde de paix.